finalement franco-française, ce rapport. Il s'adresse à des échéances électorales. Que Benjamin Stora il a réussi cet exploit, un rapport qui finalement ne concerne pas les Algériens. C'est vrai que Benjamin Stora, il est présenté comme un historien spécialiste de la guerre d'Algérie. Moi, ce qui me gêne en tant qu'Algérien, c'est d'abord de saucissonner des événements. Mais pour moi, la guerre d'Algérie a commencé en 1830, elle n'a pas commencé en 1954. Mais je peux poser la question légitimement, pourquoi Boumediene? Pourquoi pas Zabala? Pourquoi pas Tal Abdelrahman? N'oubliez pas qu'il y a 7 millions de Français qui sont concernés. C'est 132 années de guerre, de crimes. Ça nous donne l'initiative, parce que jusqu'à maintenant, aucun historien, aucune association, aucun intellectuel n'a pris l'initiative de poser le problème de 130 années d'occupation, de colonisation, c'est pas occupation, de colonisation. On demande aux Français de se repentir, comme si on était à l'église. Moi, je pense que le problème, il doit se situer non pas au niveau de la repentance, de l'histoire, etc., mais je pense au niveau du droit. La loi française définit qu'est-ce que c'est qu'un génocide. Nos historiens se taisent. C'est une bataille franco-française, mais l'enjeu nous concerne. Pour eux, pour gagner cette population définitivement et la couper de ses racines, il leur faut un récit historique. Ils placent deux idées. Deux idées, c'est les abus des officiers supérieurs qui étaient là. Et d'un, l'Algérie n'existait pas avant 1830. Avec ces deux idées-là, on peut construire un récit historique destiné aux écoles. On n'a pas compris le jeu de M. Chiri a dit « je ne peux rien dire ». Ça veut dire qu'il a besoin de concertation, il a besoin d'orientation. Exterminer les Arabes pour prendre la terre. Ici, c'est écrit, il dit exterminer. Il préconise des théories d'extermination. Alors on va dépasser la repentance. Il s'agit de crimes préparés, théorisés, idéologisés. Ils le disent. Nous avons massacré tant de villages. Benjamin Stora, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas un homme politique. Il a fait, en tant qu'historien, un rapport mémoriel. Ça ne concerne que les Français, mais ça nous concerne directement aussi. Justement, il est politique. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Les mots sont des actes. À l'agression des Algériens répond la répression aveugle. C'est l'Algérien qui agresse et à chaque fois c'est l'armée qui répond de façon brutale. Il s'arrête aux portes de la présidence. Oui. Non monsieur, il ne s'agit pas de querelle. Il s'agit d'histoire. Un historien qui dit qu'il ne faut pas donner la totalité des archives, il parle de querelle. Il ne s'agit pas de querelle. Et le drame, il a commencé en 1830. Il n'a pas commencé en 1954, il n'a pas commencé avec la bataille d'Alger et il n'a pas commencé parce que Benjamin Stora en fait une fixation, il réagit, il a perdu toute l'humanité. Parce qu'en face de lui, il n'avait pas des êtres humains. Il avait des péliciers, il avait des cavaignals qui ont éradiqué des tribus entières. Le fait existe depuis 1830, ce qu'on apprend aujourd'hui à nos enfants dans l'école est du faux. Qui fait chez l'homme? Monsieur Stora fait un travail pour les Français, pour des élections. Pourquoi on masque l'histoire? La faute est aux intellectuels qui ont accepté l'histoire qui est enseignée. Nous sommes responsables parce que nous avons accepté le silence. Nous l'acceptons jusqu'à ce jour. Sur cet événement, nous avons accepté le silence, nous avons accepté la déformation, nous avons accepté. Et nous voyons le soir si notre enfant vient étudier sa leçon d'histoire pour la réciter demain. Alors que nous savons qu'elle est fausse. Et ce café littéraire tourne autour du rapport de Benjamin Stora, historien contemporain, sur les questions mémorielles durant la colonisation et la guerre de libération nationale. Nous avons accepté la déformation, nous avons accepté et nous voyons le soir si notre enfant vient étudier sa leçon d'histoire pour la réciter demain. Alors que nous savons qu'elle est fausse. Je voulais avoir l'avis du docteur Lefes
c'est historien et sur le rapport. Hein. Moi, je présume que le contexte, il faut voir le contexte. Il ne faut pas oublier certains paramètres qui ont été majeurs dans la suite des événements. Le rapport Stora n'est pas venu du jour au lendemain par une décision fortuite. Il y avait la restitution des crânes. Il y avait la restitution des crânes qui n'était pas aussi un cadeau. Et moi, je présume, je crois savoir que le Hirak était pour quelque chose parce que les forces sont balancées. Et les Français ont senti qu'ils étaient dans l'obligation de faire un geste envers l'Algérie, un petit geste, en l'occurrence, la restitution des crânes. Maintenant, le rapport Benjamin Stora, c'est dans un cadre d'une commission mixte algéro-française que c'est venu. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une initiative de Macron, c'était suite à une commission mixte qui a fait en sorte que les crânes ont été restitués. C'est un programme qui date depuis un bon bout de temps. Maintenant, pour revenir aux personnes qui représentaient l'Algérie, je ne démilite jamais Cheikhi, encore moins les archivistes. Nous avons un archiviste qui est une lumière à Sidi Bouabbas, mais pourquoi pas Harbi? Je me pose la question, pourquoi Cheikhi et pas Harbi? Et puis, quel est le bilan de Cheikhi? Parce que quand on voit, les Français vont voir du côté de Stora et son CV, Stora, il a un CV assez lourd. Qu'a fait Harbi, moi en tant qu'historien, qu'a fait Harbi au niveau des archives nationales? M. Abdelkader, il est là, il peut nous dire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a fait Cheikhi? Qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu la responsabilité pendant 10-15 ans? Donc, est-ce qu'il faisait le poids? Et c'est pour cela qu'il a dit « je ne peux rien dire ». Vous ne pouvez rien dire. Parce qu'il n'a pas les moyens de dire des choses ou bien de se mesurer à un Stora. Il faut le dire, il ne peut pas se mesurer à un Stora. Maintenant, Stora, j'ai entendu le même film que l'émission France 24, il l'a dit textuellement, j'ai préparé pour le président Macron un papier de travaux pratiques. C'est ça, travaux pratiques, travaux dirigés. Voilà, travaux dirigés. Ça veut dire que pour lui, les choses sont claires. Macron a essayé de trouver une solution historique pour un problème politique. Il a des problèmes politiques. Il se doit de trouver des solutions électorales, ainsi de suite. Comme l'a dit si bien monsieur devant moi, il y a des choses qui sont absurdes. Donner 10 visas pour 10 chercheurs par an. Alors que l'Algérie, elle donne plus de, je dirais, de 1000 visas par an pour les Algériens pour partir, enfin, prise en charge pour partir au niveau des archives nationales. Le débat a été lancé par Stora en Algérie. C'est un problème. Moi, j'ai entendu dire que c'est un problème franco-français. Ce n'est pas un problème franco-français. Moi, je considère que c'est un problème algérien. Parce que la question qui se pose, et ça se pose au niveau des universités, croyez-moi, moi, je suis venu de la médecine faire de l'histoire, et quand je suis entré à l'université, c'est ahurissant. C'est ahurissant parce qu'on n'écrit pas l'histoire. On gère nos carrières. Nous avons un professeur d'université qui peut l'attester. Nous sommes en train de gérer les carrières des gens au niveau des universités. On écrit de l'histoire pour manger du pain. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. J'étais en train de présenter ma thèse en histoire, ma thèse de doctorat, et l'un des professeurs jury, il me dit textuellement, en arabe, je ne sais pas ce que vous entendez. Parce que c'est vrai, en France, il y a une école historique française qui écrit l'histoire. Mais en Algérie, nous n'avons pas une école. Elle a été initiée par quelques-uns, Harbi, le bonhomme Abou Qasim Saadallah, qui a écrit pendant toute la période jusqu'en 54, il s'est arrêté en 54. Il le dit. Je m'arrête là parce que je sais qu'au-delà de 54, j'aurai beaucoup de problèmes à écrire l'histoire. Comment voulez-vous qu'on soit à la hauteur de discuter un aussi grave problème que la mémoire algérienne avec les Français alors qu'on n'a pas su écrire l'histoire? Au-delà de ce rapport, qui pour moi n'est pas très important,
Le plus important, c'est en Algérie, c'est de commencer à débattre au moins les concepts. Est-ce qu'il y a une différence entre colonialisme et occupation? Est-ce qu'il y a une différence entre... Il y a beaucoup de concepts qu'on maîtrise mal et on est en train d'écrire l'histoire avec des concepts qui sont faux. Donc, encore faut-il que... Ils sont étrangers. Étrangers à nous. Étrangers à nous, parce Bien que sûr. la question, la grande question, c'est Étrangers à nous. l'historiographie. L'historiographie, elle est très importante. Je vais vous dire une chose. Vous savez que l'école historique française, elle essaie toujours d'arrêter le cours de l'histoire entre 54 et 62. Alors que l'histoire de 1830 à 1954, elle est pratiquement dans tous les écrits en France, elle est pratiquement, il passe en silence. Il passe sur cette période en silence, alors qu'il évoque beaucoup la période. S'il y a un écrit, normalement, il devrait y avoir une concertation au niveau en Algérie. Nous avons besoin de quoi? De l'archive. Nous n'aurons jamais l'archive complète. Oui. Un. Deuxièmement, moi, en tant qu'historien, en tant que chercheur, je suis parti voir 2 ou 3 fois. Je n'ai pas le droit à la bourse parce que je travaille à mon propre compte, ce n'est pas un problème. Mais croyez-moi, il faut laisser l'archive en France. On a beaucoup plus accès à ce qui existe en France que ce qui existe au niveau des archives nationales, c'est M. Chikhi. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a des choses à revoir. 2, 3, nous avons besoin au jour d'aujourd'hui, des lieux. Vous savez que 90%, c'est une étude scientifique qu'on a établie à Abel Abbas. Moi, je suis aussi président du conseil scientifique du Methaf du Moujahid. Et nous avons établi un petit travail. 90% des chouhada dans la zone 5, wilaya 5, nous n'avons pas aucune trace. Aucune trace. Déjà, là, il y a un crime. Parce que c'est des gens qu'on a tués et qu'on a jetés dans des puits, des charniers, n'importe où. Donc, s'il faut demander à la France quelque chose, c'est de nous restituer au moins nos chouhada. Je vous dis 90%. Nous avons Driss, vous connaissez. Nous avons Tahir Moustache, pas de corps. Blessed, pas de corps. Abdelkrim et compagnie, 11 personnes, pas de corps. Sont cités les gens qu'on connaît. Alors, les summums de la révolution, les autres, on n'en parle pas. Nous avons plein de charniers à Sidi Bel Abbas, plein de charniers. Chaque ferme, il y a un puits où il y a des charniers, on ne connaît pas les gens. C'est pour cela que, pour moi, c'est un non-lieu, c'est un non-événement. Non-événement, mais c'est très important. Le rapport, il est très important parce que normalement, on doit il y a un ordre qu'on est réglé. Pour discuter notre histoire et savoir ce qu'on veut exactement. Au moment donné un peu la transition, je voudrais vous répéter ce que j'ai dit à mon ami quand il m'a appelé. Il a eu la gentillesse de m'inviter à ce café littéraire. Moi, le rapport Stora ne m'intéresse pas. Je ne l'ai pas lu et je ne le lirai jamais. Et je n'ai lu aucun commentaire sur ce rapport. Mais je suis venu ici pour vous dire qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est la réaction à ce rapport, la réaction algérienne à ce rapport. Et ça me paraît beaucoup plus digne d'intérêt que le rapport lui-même. Pourquoi? Ça a été à la fois un révélateur et un accélérateur de notre crise. On a un problème et la réaction au rapport de Stora a projeté un peu de lumière sur cette crise. Vous savez qu'une société, durant tout son cheminement dans le temps, elle est le produit de ce cheminement, le produit de son histoire. Et nous ne faisons pas exception, nous sommes le produit de notre histoire. Et cette histoire a été marquée,
le dernier siècle par la colonisation. Et donc, aujourd'hui se pose un problème. Vous l'avez très bien soulevé, aussi bien pour les académiciens que pour le grand public. Deux gros problèmes. Il y a un problème de la conception de l'histoire. Mais il y a aussi un problème de la construction de la mémoire. Et ce rapport a révélé notre faiblesse, notre incapacité, notre ignorance à écrire notre propre histoire, à construire notre propre mémoire. Et bon, on va quand même être pratique. Ce que m'a révélé la réaction de ce rapport, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est comme si nous confions à l'expuissance coloniale le soin de reconstituer notre passé et de nous le restituer. C'est-à-dire que l'histoire algérienne ne peut être perçue, ne peut être écrite que par la fenêtre française. Or, les Français, aujourd'hui, on est matures, on connaît très bien leur technique. Eux, ils veulent une histoire ignorée et ce qu'on appelle une mémoire trouée. C'est-à-dire qu'ils ne veulent de nous qu'on se rappelle que des choses qui les arrangent. Et tout le reste doit être occulté, doit être oublié. Or, le colonialisme, c'est un traumatisme. Et il faudrait cultiver la mémoire de ce traumatisme pour le régler. Parce que le colonialisme, bon, il y a eu les destructions, il y a eu les crimes. Bon, les crimes, personne n'en parle. Pourtant, le droit international, il a posé les instruments, il y a les cours, les tribunaux pénaux internationaux, il y a la Cour internationale. Il y a aussi le caractère imprescriptible de ces crimes. Il y a aussi la compétence universelle du juge. N'importe quel citoyen peut saisir n'importe quel juge pour un crime contre l'humanité ou un crime de guerre. Ce qui est tragique pour l'Algérie, c'est que elle oublie son traumatisme, mais elle va au-delà, c'est-à-dire qu'elle renonce à soi, elle oublie son background, c'est-à-dire toute son histoire. Elle veut se contenter juste d'un pardon de ces criminels, juste du bout des lèvres. Mais c'est extrêmement, c'est-à-dire que nous subissons un traumatisme dont nous ne sommes pas conscients. Et le problème, c'est que ce pays est rongé, il est miné par de fausses élites qui diffusent de la fausse science, qui diffusent le mensonge. Et évidemment, c'est orchestré, c'est bien entretenu par la politique néocoloniale. Et cette politique coloniale, malheureusement, elle a trouvé une collusion d'intérêts avec l'État postcolonial. Donc, si vous voulez, la grande question qui se pose vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de nous, c'est quoi le colonialisme? Il y a eu des crimes, il y a eu des destructions, il y a eu des drames. Mais pire que ça, c'est que le colonialisme a sapé dans ce pays les fondements de base de l'État et de la société. Aujourd'hui, le grand défi des Algériens, c'est de traiter ce traumatisme, de revenir à l'histoire, d'être capable de reconstituer la société et de reconstruire l'État souverain, l'État indépendant par la République bananière que nous vivons aujourd'hui. Donc, si vous voulez, quelque part, Stora, sans le vouloir, doit nous interpeller sur cette question. C'est-à-dire, on n'a pas à rester des indigènes, c'est-à-dire à toujours être à l'affût de ce que disent les Français, de ce que font les Français, toujours à chercher qui nous délivre un petit certificat de bonne conduite pour qu'on devienne de bons indigènes. Je pense qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire il faut relativiser. La France, ce n'est pas le monde, la France, ce n'est pas toute l'histoire d'Algérie, il faut relativiser, mais il faut surtout jeter un regard intérieur sur nous-mêmes pour voir un peu d'où nous venons, c'est-à-dire tout ce background, tout ce contexte historique, tout ce parcours effectué durant des siècles, des millénaires, et puis aborder quand même nos problèmes, c'est-à-dire reconstituer la société, construire un État, mener le développement,
C'est ça le problème. C'est ça le problème, et qui sont malheureusement occultés parce que, je le dis, je le répète, il y a un traumatisme qui n'a pas été pris en charge et qui risque encore d'avoir des conséquences désastreuses au point de mettre en péril non seulement la viabilité de ce pays, mais également le devenir de ce pays. Docteur Rachdi, il cite des noms. Il cite Boumengel, l'avocat de l'assassinat de l'avocat Boumengel, qui était aussi avocat de Msali El-Hajj. Il cite Gisèle Halimi. Pourquoi ces deux noms? Gisèle Halimi pour son nom au Panthéon. Je peux vous donner un avis sur Ali Boumengel. C'est parce qu'il a dirigé la thèse de Malika Rahal sur Ali Boumengel. Voilà, tout simplement, elle a écrit 2 livres qui sont sur le marché, sur l'histoire de l'UDMA et sur parce qu'Ali Boumengel était un cadre de l'UDMA, et sur le parcours et la contribution, si vous voulez, des élites de l'époque qui étaient enfin européanisées un peu. Voilà le rôle qu'ils ont joué. Moi, je crois, comme disait tout à l'heure notre confrère, il disait que, en fait, il a fait en fait, Benjamin Stora, c'est un historien organique. Il a travaillé, il a répondu à un cahier des charges, à une demande de M. Macron. Il a élaboré un document dans le sens de cette demande-là. Ce document, il a mis dedans des tâches, voilà, une liste de choses. Mais à mon avis, ce qu'il y a en dessous, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire créer les conditions du récit historique, de reformuler un récit historique destiné au... Voilà, moi je pense pas que... Là, moi je crois que pour Gisèle Halimi, c'est tout simplement un petit racolage. Parce que... De toute façon, l'association des Harkis à rejeter. Moi, je trouve aussi, au-delà de ces expressions qui révèlent les intentions cachées de ce rapport, quand je parlais de querelles et ainsi de suite, et de certaines archives, il est aussi intéressant de voir pourquoi dans un document dit d'histoire ou de mémoire, ou de dépassionner l'histoire, ou de chercher la réconciliation, l'historien se double de la casquette de l'économiste pour rappeler les échanges commerciaux. Et ça, c'est très intéressant. On va faire ce geste symbolique pour mieux libérer le commerce, gérer la situation, pour mieux consolider notre présence financière, économique dans notre ère traditionnelle, ère protégée. On sait très bien ce qui se passe. Dans l'empire colonial. Oui, on sait très bien ce qui se passe maintenant avec les économies émergentes. Et la Chine, la Turquie. La démondialisation. La Turquie, la Chine qui sont en train de déloger les puissances traditionnelles en Afrique. Ouais. Ils ne sont pas bêtes, les Français. Le Harak les a bousculés, il faut se connaître. Personne n'avait en tête ce qui va se passer, personne ne prédisait le futur. Pour le Harak, je ne sais pas. Parce qu'il a été repris en main. Oui, donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais sur l'économie, qu'un historien, sur 160 pages, arrive à parler de la guerre d'Algérie et de ces luttes des mémoires, et en même temps de l'économie, moi je dis qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que le préambule a été bien façonné, sur je te mets une statue sur l'émir Abdelkader et je te vends une ligne de production de spaghettis. Donc c'est ce que j'ai écrit dans ma réponse. Seulement du spaghetti, on n'a pas une ligne de production. Voilà, spaghetti. On dit qu'une statue de l'émir Abdelkader. Même pas une stèle. Une stèle, voilà. Donc, l'économie est là. Parce que pour eux, il s'agit d'apaiser. Pourquoi? La France s'en fout des Français. Et nous, on devrait faire pareil. Parce que l'économie maintenant, comme on le sait si bien, elle est mondialisée. Tu peux ramener ce que tu veux de n'importe où.
Ils veulent de l'économie. Aux États-Unis, quand il a fallu ouvrir un marché pour le train français, il y a eu tout un rapport sur l'implication du chemin de fer français pour l'acheminement des Juifs à Auschwitz. Ils sont revenus à l'histoire. Dès qu'on parle d'histoire, voilà, vous êtes un païsiste. Non, c'est vrai, comme le dit Abdelkoutia, on n'a pas à être dans le tunnel français pour vivre notre mémoire et construire notre histoire. Le piège, il est là. Tout à l'heure, on parlait de cette commission mixte algéro-française. Vous savez, dans tous les pays du monde, on appelle ça les gentleman agreements en diplomatie. Quand on fait un travail dit être commun entre deux parties, la courtoisie entre États, la diplomatie voudrait qu'on fasse la diffusion des deux textes au même moment. D'abord la courtoisie. Le type, il a tous les médias derrière lui. Algéro, français, pour vendre sa soupe. Et côté algérien, on dit, nous on n'a rien reçu. Mais monsieur, tu l'as reçu parce qu'il y a une réalité que l'État algérien doit prendre en considération, la réalité des réseaux sociaux. Le jour où il a remis son rapport, moi j'ai donné sur mon blog le rapport complet parce que je l'avais reçu. Donc il n'a pas à dire je n'ai rien reçu officiellement pour réagir. Il y a ce qu'on appelle, et je crois qu'on l'a tous évoqué, la société civile. La société, comme on disait les historiens et ainsi de suite. Et là, je voudrais ouvrir juste une parenthèse et prendre un peu de réserve par rapport à ce jugement sévère vis-à-vis de l'intellectuel algérien et notamment de l'historien. Ils se sont tus. Ce n'est pas un défaut ou une dérobade vis-à-vis de l'histoire. Il faut toujours revenir à l'histoire globale pour essayer de comprendre les grandes leçons. 60 ans d'indépendance, en 62 quand l'Algérie est indépendante, le premier problème n'était pas de lever les armes entre frères. Il fallait créer ce qu'on appelle le mythe du récit national, gommer certaines oppositions, oublier certains crimes entre frères, oublier certaines disparités pour construire ce pays qui est sorti exsangue, ensanglanté, à genoux, la misère. Donc il fallait plus ou moins un discours idéologique qui plus ou moins est élastique vis-à-vis de la réalité. Il y a eu la révolution agraire, la révolution industrielle, et on a essayé de... C'est ce qu'on appelle le récit national. Parce que chaque pays finalement a besoin de mythes, d'idéologie et de croyances pour sentir qu'il existe dans un espace. Ensuite, dans les années 70-80, ce récit national a atteint ses limites historiques. Et l'on a commencé à sortir les Aben Ardan et les crimes entre frères et le modèle de développement qui atteint ses limites historiques. Et ça a donné ce qu'on appelle les années 80 avec ce bouillonnement et cette explosion sociale. Et maintenant, les gens n'ont plus de complexe pour rappeler les pages sombres de l'Algérie. Mais dans les années 60, 70, 80, c'était impossible. Il fallait construire l'idée d'une Algérie. Moi, pour terminer, c'est la parole à M. Ibrahim. Oui, moi, je viens. Quand on va parler de Chéri, la réaction de Chéri, disant que je n'ai rien reçu, moi je pense sincèrement, comme a dit mon confrère Dr. Fès, Chéri, le rapport que peut-être élaborer Chéri sera maigre par rapport à celui de Benjamin Stora. Parce que Chéri n'a pas les éléments nécessaires que possède Benjamin Stora. Il n'a pas les éléments pour fournir un rapport par rapport à celui de Stora. Est-ce que vous m'avez compris? Il n'a pas les éléments nécessaires pour évaluer la situation, la colonisation et la guerre d'Algérie par rapport aux éléments que possède Stora en France. Et là, on rentre dans le domaine des archives. Donc, je ne pense pas que Chéri puisse élaborer un rapport sur la mémoire de façon précise. Il y aura toujours des points noirs regrettables si Chéri élabore un rapport sur
mémoriel, il aura les fautes de guerre. Hein. Les fautes de guerre, et voilà, les savoir. Parce que, oui, en tant que directeur national des archives, n'a pas les moyens pour élaborer un rapport sur la mémoire et la guerre d'archives. C'est Chérif qui a été choisi. J'ai discuté il y a quelques années avec Sylvie Tenot. Ils n'ont pas choisi Harbi, ou là ils n'ont pas choisi Hadi, ou là ils n'ont pas choisi. Ils auraient pu choisir. Monsieur Hadi, Ils auraient pu choisir, puisqu'il y a un problème de mémoire, un problème d'archives, ils auraient pu choisir un historien plus ou moins archiviste. Il faut être souffle, je ne sais pas si vous connaissez. Il est passé dans un débat sur le fameux rapport africain-algérie, il faut voir, quelqu'un qui était parmi les négociateurs pour le problème des archives, absolument. Et le problème jusqu'à maintenant n'a pas abouti. Tout à l'heure, le Dr Fazel avec les Français nous ont bien fait donner un cadeau, quelques bibelots, des têtes à des. C'est pas ça le plus important c'est les archives. C'est ça le plus important. Et pourquoi justement, il ne veut pas donner les archives? Parce que ça cache les documents qui cachent les crimes de guerre. Parce que si tu sais dans les archives, ils te donnent le document qui établit qu'il y a eu crime de guerre. Donc ils ne vont jamais te donner les archives parce que c'est le document qui est établi. Je voudrais. Ouais. Il y a les archives, les documents, les cartes. Il n'y a pas l'archéologie, il n'y a pas la mémoire. Attends. Moi j'ai discuté avec un spécialiste des archives, avec Fouad Soufi. Il m'a dit qu'est-ce que tu penses, c'est un livre d'intervention de Chérif. Il raconte n'importe quoi. Textuellement, il raconte n'importe quoi. Et là je rejoins Tabib quand il dit est-ce qu'il a les éléments. Non seulement il n'a pas les éléments, il n'a pas les outils, mais il n'a pas la compétence. Hein, parce que pour étudier, pour prendre une photographie c'est une archive extrêmement précise, extrêmement riche. Pour lire une photographie, il faut connaître la question de la lumière, il faut connaître, la climatologie, il faut connaître. Ceci dit, en un mot, encore une fois, je reviens à l'idée centrale de Dr Fès, c'est la question de l'historiographie. Nous sommes piégés par l'historiographie occidentale et française particulièrement. On n'a pas des références. On a des manuscrits, on a la possibilité d'aller chercher des matériaux qui existent dans les zawiyas, qui existent dans les familles, qui existent. Quand on a fait le portrait de Séqassim, à la faveur justement de l'intervention Kader, quand on a fait le portrait pour rendre hommage à Séqassim Zdor, si Abdel Fattah nous a ramené des photos et on a tout simplement interviewé c'est Mohamed. C'était d'une richesse, d'une précision. C'est inimaginable. Il y a encore des familles qui sont des membres de famille qui sont vivants, qui peuvent apporter justement ce plus à la confection des matériaux d'archives. Mais tant que nous resterons piégés par l'historiographie française, on n'avancera pas. Et on ne pourra jamais construire notre mémoire. Rapidement. Oui, rapidement. Je voulais dire que Fibledna, dans tous les domaines, on a un problème de production de sens. Sur la question des mémoriels, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Le ministère du Moudjahidine a un discours. Le ministère de la Culture, il dit autre chose. Le porte-parole du gouvernement, c'est encore autre chose. Le délégué du président chargé de la question dit... Bon, voilà. Donc il faut peut-être un peu centraliser tout ça et mettre... harmoniser, mettre les gens sur la même perspective ou la même. On a besoin pour cela de ce que vous savez tous, on a besoin de think tank. On a besoin de centres de réflexion et de production, de vision, de perspective, etc. Moi, je pense que c'est fondamental. Docteur Fès, rapidement. Aujourd'hui.
faut porter le débat entre Algériens, avant de partir voir du côté français. Moi, je crois que le problème des Algériens, il est double. Nous sommes colonialisés du point de vue historique en France, et nous sommes encore plus pire, colonialisés en Algérie. Je crois qu'il faut décolonialiser l'histoire. Et de un. Et de deux, quand on parle d'archives, croyez-moi, moi je suis parti voir, et croyez-moi, l'archive qu'on veut, qui incrimine les Français, il est encore non communicable, c'est Abqali. Deuxièmement, c'est plus facile d'avoir accès à ce qui existe comme archive en France que de partir voir du côté de l'archive nationale à Alger. Je suis parti voir à Alger et c'était un mercredi pour un papier sur la santé qui n'a rien à voir avec la sécurité. On m'a demandé de revenir le dimanche parce qu'il y a une commission qui va voir le papier et qui va donner l'autorisation à l'accès. Alors qu'en France, on a accès en un quart d'heure à tout ce qu'on veut, tout ce qui existe, tout ce qui est communicable, on a accès en un quart d'heure. Il n'y a pas de verrou bureaucratique. Pas de verrou bureaucratique. C'est pour cela que je dis qu'il faut décoloniser. Je viens de lire, il me semble 2 ou 3 jours de ça, que la France a prolongé la durée de communication jusqu'à 1930. pour les personnes. De façon en catimini. Hein. Non, officiel. Oui, mais en catimini. C'est-à-dire, les médias en ont parlé. Ça n'a pas été médiatisé. Oui, ça n'a pas été. Et pour cause, parce qu'on est en train de parler des archives. C'est-à-dire, pour dire que les médias procèdent aussi de cette amnésie, de cette complicité. Une petite parenthèse très importante. Croyez-moi, nous avons, je dirais, à l'aveuglette, 40 ou 50% de l'archive français en Algérie. Les universités, l'Algérie a déboursé de l'argent fou pour les chercheurs. Nous avons tous nos archives dans nos micro-ordinateurs. Alors qu'il fallait faire un truc d'échange entre universités et avoir une bibliothèque. Moi, j'ai remis à Medhaf Tabel Abbas 5000 pièces. Une personne, je suis parti 2 fois, j'ai 33 000 pièces d'archives. Alors, figurez-vous qu'à travers le territoire national, les universités, et au bout de 15-20 ans, c'est des gens qui sont partis voir les archives 20 ans. Imaginez-vous, ils ont 5 000 par an, nous avons l'archive. Mais il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de pensée nationale. Nous n'avons jamais eu une pensée nationale. Et nous avons même lutté contre la pensée nationale pendant une période. On était à 2 pas des Chouhada, le stade s'appelle 1er novembre, le stade s'appelle 5 juillet, la cité s'appelle la cité de 1100 lits. C'est-à-dire qu'il y a une pensée contraire à la pensée nationale. Débaptiser les institutions. Puis voilà, on a débaptisé des rues. Oui. Pour revenir, je vais répondre à mon ami Sehla tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il a élargi le champ de la discussion. Là, on parle, Sehla, le problème Storas, il parle d'un rapport sur le rapport entre l'État français. Donc, déjà un rapport de souveraineté, la souveraineté algérienne comme la souveraineté française, il parle d'un rapport. Alors, on va d'abord parler du problème de souveraineté. Les archives, c'est un instrument de souveraineté. C'est un élément, c'est un facteur de souveraineté. L'Algérie par obligation de souveraineté, a revendiqué le retour des archives. Le problème, il a été, du temps des années 70, il y a eu des négociations entre les Algériens et les Français, et le Souvré, le Benjaja, le Mahachi, etc., qui ont participé aux négociations et qui ont pu obtenir quelque chose, mais pas beaucoup, rien du tout. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Les archives, pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important et pourquoi c'est pas 15 000 documents? C'est beaucoup plus que ça. C'est des tonnes et des tonnes qui ont été stockées à Aix-en-Provence. Donc c'est des tonnes, hein, ce n'est pas 35 km. 80 km, peut-être même plus, parce que ceux qui ont gardé en secret, c'est peut-être plus. Les archives, ça touche tout. Qu'est-ce que c'est que finalement, c'est les archives, la définition, c'est quoi? C'est tous les papiers qui sont produits dans le cadre d'une activité donnée, toutes les activités qu'il y avait en Algérie à l'époque. D'une société normale, hein, les médecins, les industries, le commerce, tout ce que l'église, tout ce que tu veux. Donc c'est tous les documents qui sont produits dans le cadre d'une activité donnée qui sont conservés. Pourquoi? Pour servir de preuve l'oula.
Il y a eu un problème ici en Algérie, quand il y a des problèmes de frontières entre le Niger et l'Algérie, et il a fallu faire appel aux archives de France pour amener des factures pour établir qu'un puits a été établi, construit par l'organisation des calculs Sahara qui se met. Non. L'organisation commune, l'OCRS. Donc, le port d'Oran, les années, je sais pas, 80 ou 70, le tempête pour le reconstruire, il fallait faire tenir appel aux plans qui sont aux archives là-bas. La reconstruction de Chlef, de la SNAM, il fallait faire appel. Les archives contiennent tout, c'est la mémoire, c'est tous les éléments, c'est le mode d'emploi d'un pays. Alors si on ne l'a pas, on n'a rien. Même l'État, je dirais, on a choisi Chiré, qui apparemment n'est pas archiviste d'abord. C'est un journaliste. C'est Aouad el-Namous, pardon, les archives d'Aouad el-Namous. Les gens crèvent jusqu'à l'heure actuelle. Moi je suis de Bachar, je connais, à 100 km de Bachar. Les gens crèvent jusqu'à les moutons crèvent actuellement. Les archives, les Français, quand ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont j'avoue des cases, il y a un grand cinéaste, un journaliste cinéaste, qui a fait un documentaire sur les explosions Ta'al. Avant de venir en Algérie, il avait pris attache Mari Ramalek. Il a dit باش تهضر لي على les négociations d'Évian par rapport justement à cette question de Rggan. من وصل للجزائر هنايا عاود الغلا قال له il y a tout dans mon livre. Parce que c'est l'actualité, ça nous touche actuellement. هذاك Rggan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Français, toute la ferraille qu'il y a. Et les années 90, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient à la recherche de ferraille pour la recycler. Et on en fait des cuillères et des cocottes minutes. Il faut sauver ce problème n'a jamais été sauvé, il faut le sauver. Et ça, c'est les archives. On a même importé du fer radioactif volontairement. Voilà, je tiens à remercier le président. Donc, le débat était ouvert sur le rapport de M. Benjamin Stora. J'étais sûr et certain que j'allais entendre ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. L'Algérien qui est trop là, donc automatiquement il vire, parce que c'est vrai, il vire automatiquement sur la guerre de libération, ce que la France pendant la colonisation, et il oublie complètement le sujet parce que c'est un sujet qui touche profondément. Le rapport de Benjamin Stora n'a rien apporté à la mémoire, et je dis beaucoup plus que le rapport de ça c'est mon avis personnel, le rapport de Benjamin Stora est une lettre morte, et ça va s'arrêter, le rapport mémoriel, même s'il a été décidé en commission mixte, ça va s'arrêter au rapport de Benjamin Stora, parce que les archives, la mémoire, le rapport mémoriel, de façon profonde, est difficile à écrire en Algérie, très difficile à écrire en Algérie. Lorsqu'on parle de Rggan, il faut parler aussi de Namous, et Namous existait dans les années 70, les 70. Donc, quand on parle d'indemnisation de Rggan, qui va indemniser Namous? Français ou Algérien? Qui va indemniser? Donc, Benjamin Stora s'est un peu précipité, on le remercie, parce qu'il s'est précipité pour remettre un rapport qui a but politique, spécifiquement politique. Et la mémoire est difficile à écrire, à remettre en exergue ici en Algérie, très difficile. Peut-être que dans 100 ans, l'écriture de l'histoire d'Algérie sera faite de façon correcte. Je dis bien peut-être, hein, peut-être. Et un président comme Bismarck. Voilà, merci beaucoup, cher ami. Et on vous remercie, M. Zdour Brahim. C'était tout un honneur de recevoir M. Zdour, M. Koussi aussi, qui est ex-directeur de Moujad. Quand on dit ex-directeur de Moujad, c'est enseignant sociologie. Donc, organe national où il regroupait la crème, de nos journalistes, de Moujad. Oui. Et puis, M. Mohamed Ibrahim, on vous remercie beaucoup, économiste. Monsieur Henni, notre archiviste, merci beaucoup. Docteur Rachdi Hassan, je t'ai connu en tant que syndicaliste. À l'université, on a fait un long chemin ensemble. Donc, et puis, on passe pas le PAX, on passe pas tout. Et puis, je te retrouve aussi dynamique, même en tant qu'entrepreneur, aussi dynamique. Docteur Fess, c'est un cousin, Docteur Fess.
et une famille de Chouhada et de Moujahidine. Et merci beaucoup, Dr. Fess. Dr. Salah, vous avez été, quand même, c'est grâce à vous qu'on a eu ce beau monde, hein, aujourd'hui parmi nous.